Podtaf. Podtaf ? Podtaf. Podtaf. Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir. des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Sarah. On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. Sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors, on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti, Laura. T'es prête? Oui. Et justement, on accueille notre nouvelle invitée du jour. Bonjour, Vanessa Delagrange. Est-ce que tu peux déjà nous dire le titre de ton métier qui est très mystérieux? Je suis chargée d'affaires en non-prolifération nucléaire. Et en fait, la non-prolifération nucléaire, c'est tout simplement le fait de ne pas aider les États qui ne sont pas dotés de l'arme nucléaire à obtenir l'arme nucléaire. En fait, la France a signé des accords de garantie avec l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, et aussi avec Euratom, donc qui est en fait la Commission européenne, pour simplifier très grossièrement. Et les exploitants français du nucléaire civil doivent répondre à ces obligations. Et donc, tout simplement, on a une autorité qui a besoin d'un appui technique et moi, je travaille dans cet appui technique. Au moment des inspections, je représente les autorités françaises. Quand on parle de nucléaire, il faut penser au niveau de la prévention, il y a trois domaines. Il y a la sûreté, la sécurité et les garanties, c'est le troisième. Et donc, ceux qui travaillent le plus sur les accidents, c'est les gens de la sûreté. Ceux qui s'occupent le plus de la sécurité, c'est tout ce qui est actes malveillants, entre autres. Et nous, en fait, on travaille sur le respect des garanties. Les exploitants français ou étrangers, d'ailleurs, s'engagent les exploitants français et étrangers s'engagent à respecter ces garanties. Vous êtes combien en France à faire ce métier? Officiellement, normalement, on est 8. Est-ce que la France est un bon pays pour faire ce métier? Ou est-ce Oui. qu'il y a des pays qui seraient plus funky que la France? En fait, on est un peu particulier au niveau de l'Europe, parce qu'on a la bombe, on est les seuls. Il y a 5 États dotés, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine. Voilà. Donc ça, c'est les 5 États dotés de l'arme nucléaire au sens de l'ONU. C'est aussi pour ça qu'on est dans le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est parce qu'on a la bombe. Voilà. Et donc, en fait, est-ce que ce serait plus funky d'être ailleurs? Peut-être en Angleterre, quand ils faisaient partie d'Euratom, mais depuis le Brexit, ils sont sortis. Donc, en fait, maintenant, on est les seuls. Je crois qu'on est le seul État à avoir ce type de système avec un appui technique. Voilà. Donc, je sais pas si mon job existerait ailleurs. Est-ce que tu as un accord de confidentialité pour ne pas divulguer ton savoir si jamais tu venais à changer d'entreprise? Oui. En fait, il y a des choses, on ne doit pas les dire et ce sera pour toute la vie, en fait. Tu as une responsabilité? Morale, oui. Donc, c'est deux entreprises qui utilisent le nucléaire, Qui ont des matières nucléaires, oui. mais qui peuvent l'utiliser pour faire quoi? C'est une énergie pour eux? De façon très, très, très vulgarisée, ce que je dis. Ok. Alors, il y a bien sûr tout ce qui est la production d'énergie, mais le nucléaire, en fait, on peut l'utiliser aussi dans d'autres situations. On l'utilise aussi dans le médical. On l'utilise comme protection dans certains cas. Et puis, il y a beaucoup de recherche aussi. En fait, quand on parle du nucléaire, c'est tout un segment, en fait, pour obtenir de la matière nucléaire. C'est Donc, pas une matière brute. non, c'est pas une matière brute. En fait, on part du minerai. Le minerai, il n'y en a plus en France. Maintenant, il est importé en France. Ce minerai, en fait, il est apporté sous forme de yellow cake. C'est comme ça que ça s'appelle, parce que ça ressemble en fait à un gâteau jaune. Et ensuite, il est transformé pour obtenir la matière nucléaire qui est utilisable dans les centrales, ou alors qui est utilisable pour faire des recherches. Et donc, après, une fois qu'il est dans les centrales et qu'il est utilisé, on dit qu'il est usagé. Voilà. Et il va partir dans des endroits, dans des usines de retraitement. Voilà. Et ensuite, il peut être réutilisé dans certains cas. Et ensuite, il repart dans les usines de retraitement. Il va être enfoui ou il va être entreposé, puisque pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Tu parles là du déchet. Hein. Oui, Quand tu dis tout à fait. entreposé, c'est... À la fin, Oui. c'est le déchet. Tu peux acheter du yellow cake Non. n'importe où? Non. Mais du coup, le yellow cake a une durée de vie limitée. En fait, oui, puisqu'il est utilisé, dès qu'il arrive, en fait, il est transformé en matière utilisable, que ce soit combustible pour la recherche. Voilà, c'est...
C'est quoi une journée type pour toi? Déjà, je relève mes mails pour voir s'il y a eu des trucs un peu spéciaux qui se sont passés entre la veille et le jour J. Et puis, je regarde entre autres les notifications d'inspection. Donc, en fait, Euratom envoie des notifications d'inspection. Ensuite, je peux avoir à analyser des documents pour justement mon autorité. Je peux avoir aussi des gens qui m'appellent pour me dire voilà, je sais pas comment faire ça, comment déclarer ce truc-là, est-ce que vous pourriez m'aider? Je fais du SAV aux exploitants, c'est comme ça que nous on dit dans notre, avec mes collègues, on fait du SAV. Ah oui, donc eux, ils ont obligation de remplir plein de formulaires très compliqués. Oui, ils renvoient des déclarations comptables. C'est quoi ton expertise technique? Comment elle entre en jeu dans ce métier-là? Alors, en fait, il y a plein d'aspects sur ce travail qui existent parce que sur les 7 ou 8 chargés d'affaires qu'il y a, on n'est pas tous identiques, on n'a pas tous la même sensibilité, le même parcours. Et finalement, on a chacun nos plus et nos moins, quoi. Moi, c'est plutôt le relationnel. J'aime bien aller en inspection, selon les inspections, bien sûr, mais j'aime bien aller en inspection et discuter, les aider, en fait. C'est vraiment ça le truc que je trouve sympa dans mon boulot. Donc, tu essayes d'aider les entreprises à corriger les éventuelles erreurs qu'ils pourraient commettre, qui vont venir enfreindre les règles, finalement, c'est ça. Mais imaginons qu'une entreprise vraiment va au bout du bout, ne corrige pas, donc il y a une sanction. Quelles sanctions peuvent s'appliquer? La sanction la plus dure qui puisse s'appliquer, c'est le retrait des matières nucléaires. Ils n'ont plus le droit d'utiliser ces matières. Qui appartient à l'État? Elles appartiennent à Euratom. T'es amené à voyager pas mal En France, oui. En fait, tu sillonnes le pays? Ouais, pour toutes les inspections, mais je vais toujours aux mêmes endroits depuis 3 ans, donc finalement, je les connais un peu bien. Donc, un peu trop, bien. Certains endroits, oui. D'autres, non, parce que les gens sont très sympas, et finalement, ça joue à ça aussi. Les endroits qui sont sympas, les endroits où j'ai envie de retourner, c'est les endroits où les gens sont sympas, et où on est bien accueillis, et où on mange bien. Ouais, j'allais dire, des bons restaurants. C'est ça. Et alors, comment t'es arrivé à ce poste-là qui est improbable? J'ai un parcours un peu improbable aussi, en fait. Je suis de formation chimiste, organicienne. Donc, organicienne, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chimie organique, en fait. C'est la chimie du carbone, c'est la chimie qui sert à faire des médicaments, entre autres. C'est la chimie du vivant, on va dire ça comme ça. J'ai fait un bac+5 en chimie des molécules bioactives. Donc, c'est à la fois chimie et biochimie et biologie. Et puis, j'ai passé 17 ans au CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. Et j'ai travaillé dans 3-4 labos différents. Un labo de chimie organique pure. Ensuite, j'ai été dans un labo de physicien, dans lequel je faisais des nanomatériaux. Ensuite, je suis retourné dans la chimie organique. Donc là, je faisais la chimie organique et jusqu'à des tests biologiques. Et puis après, je suis sorti du labo et j'ai été faire de la prévention de risques chimiques. J'étais la spécialiste des méthodologies de prévention du risque chimique au poste de travail. Et donc, comment j'en suis arrivé là, c'est que quand j'ai décidé de changer de boulot, je voulais faire de la non-prolifération, mais armes chimiques. Et parce qu'il y a aussi ça dans mon travail. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait plus de postes de disponibles. Et la personne qui s'occupait du recrutement en chimie a dit il y a des postes côté nucléaire, est-ce que ça vous intéresse? J'ai fait pourquoi pas. Donc en fait, j'ai frappé à la porte et je suis rentré. Voilà, Okay. Enfin on a ouvert la porte pour moi plutôt. La chef disait en fait le CV est intéressant pour la chimie, c'est vrai, mais il est aussi intéressant pour le nucléaire, donc allez go. Et du coup, toi, tu t'es senti armé pour faire ce métier-là? Ou t'as dû faire une remise, une mise à niveau de compétences? En fait, il y a une formation interne, donc dans l'équipe dans laquelle je travaille, on est très soudés là-dessus. C'est que en fait, on se forme mutuellement. Dès qu'il y a un nouvel arrivant, on se forme, et donc c'est plutôt cool là-dessus, parce que quand on arrive, on connaît personne, et ça permet aussi de développer la cohésion d'équipe. Tu avais fait un bac+5. Est-ce que tu peux préciser tout ce parcours-là pour la filière exacte et qu'est-ce que c'est le bac+5? Ok. Alors, j'ai commencé à l'époque où il y avait les DUG. J'ai fait un DUG de SVT, donc Sciences de la vie et de la Terre. Ensuite, je suis passé par un IUP, donc Institut universitaire professionnalisant. J'ai fait 1 an, parce qu'en fait, ça m'a pas plu.
Donc je suis revenu dans le cursus classique, dans lequel en fait j'ai fait une licence de chimie-biologie, avec une spécialité de chimie, donc c'est Bac+3. Ensuite, j'ai fait une première année de master, chimie-biologie avec une spécialité de chimie. Et je suis remonté à Paris au moment de mon master 2, donc 5e année après le bac. Et j'ai fait chimie des molécules bioactives, donc c'est à Créteil. Et c'est un master professionnalisant sur lequel, en fait, on se spécialise plus ou moins en chimie, biochimie, tout ce qui est molécules bioactives. Et puis après, je le dis souvent, mais j'ai eu de la chance parce qu'au moment où je suis sortie de la fac, il y avait des postes au CNRS. Et donc, j'ai candidaté et puis j'ai été prise. Donc, voilà. J'étais censée faire un doctorat, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais le directeur de thèse, j'avais potentiellement un financement. Et en fait, au bout de 15 jours de master recherche à Grenoble, j'ai dit, en fait, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas reculer 3 ans. Je veux pas faire 4 ans d'études encore pour, à la fin, pas être sûr d'avoir du boulot derrière. Donc, C'était une sage décision. oui. Est-ce que quand tu étais plus jeune encore, même au lycée ou avant, tu avais déjà une idée que tu voulais être scientifique dans ce domaine-là? Comment tu as découvert ce domaine? En fait, quand j'étais enfant, il y avait plein de choses que je voulais faire. J'étais incapable de me poser sur une idée de travail. Et quand j'ai eu 13-15 ans, j'ai voulu devenir médecin urgentiste à cause de la série Urgence. Voilà. John Carter. Grave, mais tellement John Carter. Bah voilà. Voilà, John Carter, voilà. What else? Voilà, exactement. Et en fait, mes parents m'ont dit non, mais c'est trop dur, ta sœur elle a essayé de faire médecine, elle a pas eu. En gros, quand je suis arrivée en terminale, j'avais comme idée de faire pharmacienne. Je voulais faire pharma parce que je voulais faire de la recherche et que je trouvais que c'était pas mal de passer par pharma plutôt que de passer par la chimie. Je voulais aller dans la recherche, je voulais faire des tests, je voulais découvrir le remède contre le cancer, voilà. Quand tu expliques ce que tu fais, ça me fait penser au bureau des légendes. Je me dis, mais ils doivent chercher à te sourcer de fou. On touche à des sujets touchy, la sécurité internationale. Mais est-ce que du coup, on t'approche, je sais pas moi, sur LinkedIn Non. Oui, c'est touchy, mais c'est pas le plus touchy qui existe là où je travaille. Voilà. Alors c'est vrai, moi, quand j'entends ton nom de métier, et surtout le secteur d'activité, je pense à beaucoup de sécurité et secret professionnel. Mais en même temps, la transparence, parce que tu as le devoir d'être transparente envers ces sociétés et envers l'État. Donc est-ce que tu arrives à concilier tout ça? Oui, parce que finalement, on évolue. Enfin, j'évolue dans un milieu où tout le monde est pareil, en fait. Donc, la culture de la protection des informations, en fait, c'est plutôt comme ça que je le dirais, parce que sécurité, dans mon domaine, c'est pas du tout la même chose. Et finalement, c'est assez simple à gérer. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, ce qu'il a à dire, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut pas dire, et donc c'est assez simple à gérer à ce niveau-là. Comment tu vois ton métier évoluer dans les prochaines années? Donc tous les métiers sont un peu impactés avec l'informatique, forcément, même les métiers auxquels on ne soupçonne pas. Est-ce que vous, les 8, est-ce que ça va devenir Games of Thrones ou il n'en restera plus qu'un? Il y aura toujours besoin de l'analyse humaine, parce que c'est des sujets qui touchent à l'humain finalement aussi. En fait, on touche aussi à du physique, à quelque chose de concret. La matière nucléaire, c'est pas juste 3 atomes qui se battent en duel, quoi. C'est bien plus que ça. Mais qui dit analyse humaine dit peut-être aussi erreur humaine. Est-ce que tu as déjà fait une grosse bourde dans ta carrière? Oui, je pense que j'ai certainement fait des erreurs. Après, elles portent pas à conséquence parce qu'il y a quand même une chaîne hiérarchique derrière qui vérifie ce qu'on fait. Est-ce que tu fais ce métier pour la gloire ou pour la fortune? Ni pour l'un ni pour l'autre. En fait, je pense que je fais ça parce que j'ai envie d'aider les gens. C'est pour les contacts humains, c'est pour les choses que j'ai pu voir, les endroits que j'ai pu visiter au niveau industriel. C'est ça qui fait que je trouve ça chouette en fait. Quel était ton tout premier job? J'ai été RCA, remplacement de congé annuel. À l'hôpital en fait. Mon père travaillait à l'hôpital. Il était surveillant, donc c'est le grade hiérarchique au-dessus des infirmiers. Et en fait, l'été, il cherche des gens pour remplacer les gens qui partent en congé annuel. Et donc, on appelle ça un remplacement de congé annuel. Donc, c'est un équivalent aide-soignant. Et donc, c'était mon job d'été. T'avais quel âge?
18 ans. Ah ouais, on peut Ouais. faire ça à 18 ans. Ouais, en fait, T'as vu- il faut avoir de la famille dans le... Faut être pistonné. Ouais, c'est ça. Du coup, Vanessa, tu nous as expliqué ton parcours, t'as fait plein de métiers différents. Qu'est-ce qui explique que t'as un peu la bougeotte comme ça? En fait, c'est très très simple. J'ai ce qu'on appelle un TDAH, donc un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est ce qu'on imagine souvent comme le petit garçon qui saute partout sur son canapé. Et ben en fait, il existe aussi chez les filles. Et moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 40 ans. J'ai jamais vu ça comme un handicap en fait. Pour moi, c'est vraiment un super pouvoir. Je suis capable de faire 1 milliard de trucs. Quand je suis motivé, quand ça a du sens pour moi, en fait, je vois ça plus comme une multipotentialité que comme un handicap. Et tu penses que ça t'a aidé dans tes études et même après pour tes boulots respectifs? Oui, parce qu'en fait, après, tous les TDAH sont pas pareils, mais moi, j'adore apprendre. Et donc, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et il faut que je sache tout de suite. Je pense que en France, on valorise vraiment beaucoup les diplômes. Et quand on a un TDAH, quand on a un parcours comme le mien, finalement, c'est la transversalité qui est intéressante. Je sais découvrir un sujet et me plonger dedans et réussir à l'utiliser dans la vie de tous les jours. Alors que, bah, par exemple, quelqu'un qui aurait travaillé pendant 20 ans sur un sujet, bah, lui, il connaît juste ce sujet-là, je sais pas moi, la vie sexuelle des mouches du Guatemala, bah voilà quoi. Et finalement, Qui est bah, passionnante oui, d'ailleurs. certainement, mais, mais voilà, enfin, je veux dire, moi, je préfère être capable d'aller travailler aussi bien dans le nucléaire, la chimie ou la pâtisserie plutôt que d'aller travailler tout le temps dans le même sujet. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui est TDAH, qui ose pas en parler au travail? Au contraire, je lui conseillerais d'en parler. C'est humain de croire que c'est un handicap, mais en fait, c'est pas un handicap. On a tous nos hauts et nos bas, et moi la première, hein, et il y a des moments où j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de... Voilà. Et c'est les moments où justement on a besoin de nos responsables hiérarchiques qui soient compréhensifs, en fait. Le jour où je l'ai annoncé à mon ancienne chef, je savais que elle avait l'humanité nécessaire et l'empathie nécessaire pour pouvoir l'encaisser. C'est pas au moment où on s'ennuie vraiment à fond qu'il faut commencer à réfléchir. Ouais, c'est trop tard. Voilà, c'est déjà presque trop tard en fait. C'est au moment où ça va qu'il faut réfléchir. J'ai une dernière question. Quel métier tu aimerais découvrir sur Potaf? Entière. Rentière? Nous sommes tous très intéressés. Franchement, ouais. Il y a un secteur qui t'attire, qui n'a rien à voir avec ce que tu fais d'ailleurs? Il y a un secteur qui m'a attiré et sur lequel j'ai eu un diplôme, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai un CAP pâtissier aussi. J'ai passé ça en candidat libre. Et c'était trop bien? Oui. Bah, mes voisins m'ont adoré. Pendant 1 an et demi, ils avaient des T'as viennoiseries, tout des testé? gâteaux, des éclairs au chocolat, voilà. Est-ce qu'il y a des synergies entre le nucléaire et la pâtisserie? Peut-être. Moi, je vois de la synergie entre la chimie et la pâtisserie. La chimie, c'est... Enfin, la pâtisserie, c'est de la chimie, mais tu peux lécher la cuillère. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Vanessa. Je Merci vous en prie. Vanessa. Avec grand plaisir. Trop cool. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à Podtaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de Podtaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Potaf, potaf, potaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé!